Bien, on se retrouve pour ce troisième débat, le suicide assisté et euthanasie d'exception. Quelles frontières? Je pense que là, on va avoir beaucoup de choses à discuter tous ensemble. Évidemment, comme tout à l'heure, vous aurez la possibilité de poser des questions, d'interpeller évidemment les débatteurs qui seront à nos côtés. Je vais appeler Valérie Mesnage, Jacques Bringer, Nicolas Gombaud, Didier Leget et Christine Wivada à bien vouloir me rejoindre sur l'estrade. On attend également le député Olivier Falorni qui pour l'instant serait en tout cas en chemin, donc on l'attendra pour lui poser des questions peut-être dans une deuxième partie. Alors, Madame Luvada, vous prenez sur ce siège, Monsieur Bringer à mes côtés, le temps de vous présenter. Donc Valérie Mesnage, bonjour, vous êtes neurologue, médecin au centre d'éthique clinique de la PHP. À mes côtés, Monsieur Bringer, président du comité d'éthique à l'Académie de médecine. Là, on aura besoin de votre éclairage, de vos lumières sur notamment le suicide assisté, l'exception et l'euthanasie d'exception. Nicolas Gombaud, directeur de la MACSF, la mutuelle, et à vos côtés, vous l'avez vu tout à l'heure, Didier Leget, urologue, DG de Méridisc et conseiller national du CNOM, et puis notre modératrice, aussi organisatrice un petit peu de cette journée, le docteur Christine Louis-Vada, qui est présidente de la section d'éthique et déontologie. C'est à vous que revient les premiers mots pour l'introduction de ce débat. Alors, évidemment, on va regretter l'absence de Monsieur Falorni. On va espérer qu'il puisse arriver. J'imagine que ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment l'a peut-être retardé. Le sujet de ce débat, c'est les frontières entre le suicide assisté et l'euthanasie. Alors ça aurait été effectivement très important qu'il soit là, mais on peut rappeler cette loi ou comment ça s'est passé dans le temps. D'abord, on était sur un projet qui s'appelait l'aide active à mourir, un projet de loi qui a été abandonné vers le mois de mai 2024. On en connaît les raisons avec la dissolution, et qui était devenue l'aide à mourir, et c'était une loi unique. Et puis il y a eu cette décision de scinder le texte avec un premier texte sur les soins palliatifs dont on a parlé ce matin avec ces débats très intéressants, et ensuite l'aide à mourir. Alors j'ai entendu ce matin, et je le rappelle aujourd'hui, que l'aide à mourir, c'est ce qui se passe tous les jours dans les unités de soins palliatifs. Donc on va se centrer sur suicide assisté et euthanasie d'exception. Et nous avons donc vu, à notre étonnement, arriver l'euthanasie d'exception. Et donc ce dont j'aimerais que nous discutions, c'est cette limite entre, certes, le suicide assisté, mais dans l'euthanasie, qu'est-ce qui fait l'exception ? Et c'est pour ça que ça aurait été important aussi d'en débattre avec celui qui a porté le projet. Je rappelle que nous n'avons pas de positionnement marqué, il n'y a pas de notion de clivage. Nous, on observe des évolutions de la société, il y a des projets de loi, et suite à ces projets de loi qui deviennent des propositions, et puis des lois, puis des décrets, on va cadrer notre exercice et voir comment, avec notre éthique et notre déontologie, ça peut s'articuler. Et c'est là qu'on intervient, et on a porté un grand nombre d'amendements parce que dans cette proposition de loi, telle qu'elle est rédigée, il y a encore des contours qui sont très flous et qui nous paraissent préoccupants pour notre exercice. Voilà, donc je vais laisser la parole aux différents intervenants que je remercie d'avoir accepté de venir nous éclairer. Bien, je vais donner la parole à Jacques Bringer, qui est le président du comité d'éthique et de l'Académie de médecine. Justement, peut-être sur ces notions qui ont été soulevées par le docteur Louis Vada, sur le flou qui repose peut-être d'abord une question de sémantique. Quand on parle de suicide assisté, euthanasie d'exception, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le débat qu'il y a dû y avoir à l'Académie de médecine notamment ? Chacun sait que le suicide assisté ou assistance au suicide
demande l'autorisation collégiale, ensuite la prescription, mais pas l'administration par un personnel de soins, alors que l'euthanasie va jusqu'à la prescription. Oui. Le débat à l'Académie de médecine a été important là-dessus. 60 voix ont été favorables à une évolution de la loi sur le suicide assisté et une euthanasie que j'appellerais d'extrême exception. Extrême exception. Le député est en train d'arriver, mais je vous en prie de terminer votre propos. Donc, pourquoi finalement distinguer les deux? Je crois qu'il faut regarder les pays dans lesquels, depuis 25 ans, 27 ans parfois, est utilisé le suicide assisté comme aide active à mourir. Il faut regarder parce que ces pays nous apportent des chiffres. Sans exception, dans tous les pays, tous les États où le suicide assisté a été légalisé, 98% des personnes meurent sans avoir recours au suicide assisté. 98%. Ouais, le chiffre est terrible. La Suisse, c'est 2,5% de recours au suicide assisté. C'est le record. Ensuite, les États américains, on va dire, la douzaine aujourd'hui, ne dépasse pas 1% de recours à l'assistance au suicide. Donc, on ne peut pas parler de vague, on ne peut pas parler d'épidémie, on ne peut pas parler d'un recours sans réfléchir, puisque 98% des personnes dans ces États n'y recourent pas. Si on regarde l'euthanasie, 94 à 96% des personnes ne recourent pas à l'euthanasie lorsqu'elle est légalisée. Les Pays-Bas, c'est le pays aujourd'hui qui a le taux le plus élevé, 5,8% en 2024 parmi le nombre de décès qui ont eu recours à l'euthanasie, ce qui fait 94% des personnes n'y ont pas recours. Je crois qu'il faut revenir à ces chiffres pour ne pas manipuler les peurs, les craintes, qui, sur des pays, encore une fois, qui ont 25 à 27 ans d'ancienneté dans ces pratiques, ne voient pas de vague qui submerge tout. L'Académie est très attentive aux faits. De même qu'il a été dit, à tort, selon l'Académie, que c'était les personnes les plus défavorisées qui recouraient à l'euthanasie ou au suicide assisté. L'étude que l'on a là-dessus, sur 6000 personnes dans les États américains, montre l'inverse. 72% de diplômés d'études supérieures, 95% de population blanche. Donc je crois qu'il faut enlever d'abord ce qui est dit à la légère sans regarder les faits. Dernier point. Il est vrai, et l'Académie a été sensible à ça, que l'assistance au suicide est la seule forme de recours à une aide
à mourir qui donne le pouvoir seulement à la personne qui veut y recourir de se donner la mort. Elle ne donne à quiconque le droit de donner la mort. La preuve, vous le savez, qui est citée fréquemment, un tiers des patients qui ont été autorisés à l'assistance au suicide, qui ont eu la prescription sur leur table de nuit, n'y recourent pas. Justement, ça va être aussi l'objet de questions. Ils n'y recourent pas sur les chiffres qu'on connaît de l'Oregon et qui sont très connus, comme si le fait de pouvoir choisir sa mort avait suffi à les apaiser. Et donc, c'est des points qu'il faut prendre en compte. On discutera d'autres points, mais ça a fait certainement basculer la vie de l'Académie vers l'assistance au suicide. Très bien. Moi, ça pose aussi le débat. Merci, monsieur le député, d'être avec nous et de nous avoir rejoints. Vous êtes le rapporteur général du texte sur le droit de l'aide à mourir. Et on venait juste de poser un petit peu le débat sur la sémantique et la confusion qui peut régner sur les termes, notamment le suicide assisté, l'euthanasie d'exception. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a fait jouer vos choix sur les termes ? Oui, bonjour à toutes et à tous, et je vous prie d'abord d'excuser mon retard, mais il se trouve que dans mon département, nous avons eu ce matin en Charente-Maritime une attaque, peut-être un attentat d'une voiture qui a foncé sur une dizaine de personnes. Donc, d'où mon retard. Pour répondre à votre question, effectivement, le débat sémantique sur la question de la fin de vie, il n'est pas neutre, il n'est pas anodin. Nous l'avons eu pendant de longues heures dans l'hémicycle. Et dans ce texte, nous avons retenu la notion d'aide à mourir. Alors, contrairement peut-être à ce que peuvent imaginer certains, ça n'est pas dans une volonté d'euphémisation, mais plutôt d'apaisement que nous avons choisi la notion d'aide à mourir. Moi, je n'ai aucun problème avec le mot euthanasie dans son étymologie, qui est une belle étymologie, l'étymologie grecque qui parle de belle mort. Et d'ailleurs, si je devais résumer en un sens, en une phrase, le sens de mon engagement en parlant de belle mort, c'est que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la vie, mais il y a parfois pire que la mort. Pire que la mort. Et donc, nous n'avons pas retenu le mot euthanasie, et en tout cas, moi, je ne l'ai pas retenu, parce je suis aussi professeur d'histoire, et je sais qu'il y a un certain nombre de mots qui sont souillés par l'histoire. C'est mon point de vue. On le sait bien. Pour la petite anecdote, lorsqu'on a débattu pour la première fois, avant que la dissolution n'arrête brutalement nos débats, nous étions en pleine période des élections européennes. Et à ceux qui me reprochaient de ne pas utiliser le mot, je disais, voilà, dans vos programmes européens, lequel d'entre vous va parler de la collaboration franco-allemande ? Lequel d'entre vous, dans le débat, va utiliser cette expression on ne peut plus banale de solution finale? Rien de plus banal que l'expression solution finale. Est-ce que quelqu'un utiliserait cette expression dans le débat sur la fin de vie? J'en doute. Et euthanasie fait référence très clairement, au programme T4, baptisé euthanasie, et qui a été mené par le régime nazi. Malheureusement, ça rime. Comme chaque jour sur les réseaux sociaux, je ne m'en plains pas, Falorni égale nazi. Comme je dis souvent en poésie, c'est une rime pauvre. Mais pour autant, ce terme, il est connoté. Et nous ne voulions pas assimiler la notion d'euthanasie avec cette période tragique de l'histoire qui a vu entre 200 et 300 000 personnes handicapées être tuées
par le régime nazi. Et puis sur la question du suicide assisté, nous n'avons pas non plus retenu ce terme, alors là pour d'autres raisons, parce que selon nous, il crée une confusion. Une confusion parce que, comme évidemment chacune et chacun d'entre vous, je me bats pour la prévention du suicide. Et parler du suicide assisté, ça n'est pas parler du suicide. Et je me permettrai juste, dans ce débat sur la sémantique, de rappeler combien suicide et suicide assisté non seulement n'ont rien à voir, mais que l'aide à mourir peut participer à la prévention du suicide. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un organisme qu'on ne peut pas accuser d'être un organe de propagande en faveur de l'aide active à mourir. C'est l'Observatoire national du suicide. L'Observatoire national du suicide qui, chaque année, rend son rapport et qui l'a rendu en février 2025. Je vais vous citer ce que dit l'Observatoire national du suicide. On ne semble pas observer des effets de report des suicides vers les dispositifs d'aide à mourir dans les pays où ceux-ci ont été légalisés ou autorisés par la jurisprudence. Lorsque l'aide active à mourir existe, toutes les demandes sont loin d'aboutir et dans certains cas, la possibilité de recourir à l'aide active à mourir permet un début de prise en charge du mal-être, ouvrant une perspective, certes contre-intuitive, de prévention du suicide. C'est l'Observatoire national du suicide qui le dit dans son rapport de cette année. Donc voilà, nous avons fait des choix sémantiques, et je le redis, je ne vais pas vous faire la liste de tous les pays qui ont légiféré, et encore récemment, la majorité d'entre eux parlent d'aide médicale à mourir, d'assistance, de mort assistée, de mort digne, notamment dans les pays d'Amérique du Sud. L'Uruguay, qui vient de voter il y a quelques jours une loi sur l'aide active à mourir, c'est la loi sur la mort digne. Donc, en fait, chaque pays utilise les termes qu'il souhaite avoir, mais si nous avons fait ce choix-là, c'est parce que nous considérions que c'était des termes qui d'ailleurs ne sont pas brevetés, que le Conseil d'État, qui a été saisi de ce texte, a considéré comme parfaitement identifiable et identifié, et parce que nous ne voulions pas ressusciter ce débat, et pas uniquement, je vais vous dire les choses clairement, parce que moi j'ai l'habitude de parler cash, et pas simplement parce qu'il y a des abrutis sous couvert d'anonymat sur les réseaux sociaux qui parlent d'euthanasie. Je vais vous le dire clairement. Philippe de Villiers, qui est une personnalité notable dans la vie politique française, a fait un tweet le jour du vote le 27 mai à l'Assemblée nationale, et il a dit « c'est le retour au Troisième Reich ». Je le cite, il l'a écrit, c'est public. Retour au Troisième Reich. Voilà, donc c'est pour ça que nous n'avons pas utilisé un certain nombre de mots qui sont connotés. C'est bien clair sur, en tout cas, la question sémantique. Peut-être qu'on peut rentrer maintenant à l'intérieur de la loi et du suicide assisté, de ce qu'on a appelé aussi l'euthanasie d'exception pour certains cas, et les frontières qu'il peut y avoir entre les deux. Je m'adresse à Valérie Mesnage. Vous êtes neurologue et vous accompagnez souvent des patients atteints notamment de pathologies assez lourdes et neurodégénératives. Je voudrais savoir à quoi correspond selon vous l'euthanasie d'exception. Si on s'en fie en tout cas à ce qui est inscrit dans la loi, elle concernerait les personnes qui seraient dans l'incapacité physique de s'auto-administrer le produit létal. Ce qui d'emblée effectivement pose la question de comment on évalue cette incapacité physique qui va permettre de dire oui à ceux qui nous demanderaient une aide à mourir pour l'euthanasie et non à d'autres. Et est-ce que vous avez la réponse ? Alors, je peux imaginer que... Il y a des réponses, certainement. Oui, bien sûr, puisque les deux voies d'administration potentielles, c'est soit par la bouche, soit par la manipulation d'une perfusion. Donc ça veut dire quoi? Que je vais faire des tests de déglutition pour m'assurer qu'il va pouvoir prendre le verre, ou je vais faire des tests de capacité physique pour m'assurer qu'il ait la force suffisante pour tourner le petit robinet de la perfusion. C'est quelque chose, quand je me projette dans du pratico-pratique, qui me paraît être extrêmement... éthiquement critiquable à un moment où potentiellement c'est pas ça qu'ils attendent de nous quand ils demandent une aide à mourir.
Et peut-être je vais me permettre aussi de rebondir sur ce qui vient d'être dit quant au suicide assisté, qui permet de remettre le patient au centre et d'être vraiment sûr que c'est sa demande. Je pense qu'il ne faut pas confondre la demande, qui est l'expression d'une volonté, de l'autonomie physique à pouvoir le réaliser. Et il y a un certain nombre de personnes qui demandent à être aidées à mourir, mais même physiquement aptes, ne se sentent pas capables de réaliser eux-mêmes le geste. Donc d'une part. Et d'autre part, il me semble que si on veut vraiment mettre la personne au cœur de cette demande, de ce choix qui serait le sien, alors pourquoi ne pas lui laisser ce choix, indépendamment de sa capacité physique ou non? Et à l'inverse, pourquoi ne pas laisser le choix aux médecins qui seraient prêts à les accompagner, de les accompagner selon le choix qu'ils auraient fait? En tout cas, moi, en tant que neurologue, ces situations d'incapacité physique, elles vont être effectivement au cœur de ma préoccupation. Et d'emblée, je suis très en difficulté pour m'inscrire dans ce qui est cette proposition de loi telle qu'elle est écrite. Autrement dit, et je ne suis pas la seule à le penser, puisque ça aussi c'est quelque chose d'important, que de dire qu'on est un certain nombre de médecins à porter ça. C'est-à-dire, dès lors que, et ça restera de toute façon des situations d'exception, la demande d'aide à mourir, mais dès lors qu'on la considère comme étant possible, pourquoi ne va-t-on pas jusqu'au bout et laisser ce choix réel aussi bien à la personne malade qu'aux soignants qui accepteraient de les accompagner? Et je voudrais bien avoir votre avis, Didier Leget, aussi. Vous êtes aussi médecin également, et notamment sur les questions de pratique. J'imagine que ça aussi, l'évolution législative va avoir un impact aussi pour vous. Alors l'évolution législative, j'entends tout ce qui a été débattu, et Valérie le dit à juste titre, ça doit rester un cadre exceptionnel et défini d'une façon exceptionnelle. Christine nous a demandé de débattre sur quelles frontières, et je trouve que la loi n'établit pas de frontières. Nous la trouvons pour un certain nombre d'entre nous médecins, le fait qu'elle est très floue. Sur les premiers articles de la loi, c'est très clair, la majorité de 18 ans, avoir une souffrance continue et active, l'encadrement des pathologies possibles est très flou, et puis ensuite, on voit progressivement derrière dans la loi des articles qui nous inquiètent sur cette exception. En particulier, le fait que les gens sous tutelle, par exemple, peuvent, en exprimant le fait de mourir, on n'informe pas la tutelle, et la tutelle peut, 48 heures après seulement, réagir. J'imagine ce qui se passera pour un certain nombre de personnes handicapées sur tutelle si la décision est prise le vendredi. Je trouve que c'est flou. Je trouve qu'on aborde le fait que les mineurs n'ont pas le droit à l'euthanasie active, alors qu'à l'article 18, on annonce que pour les mineurs qu'ils choisiraient, les soins sont gratuits. Donc je trouve que cette loi, elle ouvre le champ d'une discussion dans laquelle aujourd'hui, pour permettre, Valérie, comme tu le dis, l'exception, on élargit des possibilités qui devraient être potentiellement limitées par la capacité des gens qu'on rencontre tous les jours d'être aidés à ne plus vivre ainsi sans nécessairement aller à la mort. Je veux dire par là, et on l'a vu, les dérapages qu'il y a eu, comme vous l'évoquiez aux États-Unis ou au Canada, sur le fait qu'il y a des gens qui, pour des raisons économiques et financières, n'ont plus d'autre alternative que de choisir potentiellement une aide à mourir, parce que la dépendance, ça coûte cher. Et on a en neurologie comme ailleurs, parce que j'ai accompagné des scléroses latérales amyotrophiques que tu connais bien, on a des gens qui disent « mais aujourd'hui, je suis dans une telle dépendance que je n'ai pas d'aidant, je n'ai pas de solution ». Donc dans l'article 5, je crois, de la loi, il est évoqué, et je rejoins M. Falorni là-dessus, la nécessité d'une alternative. Aujourd'hui, cette alternative, elle est pauvre. Elle est pauvre. C'est-à-dire qu'on rencontre des dizaines de milliers de personnes qui tombent en souffrance, qui sont isolées, qui n'ont pas les moyens économiques de se payer un EHPAD ou une maison de dépendance, qui peuvent être aidés potentiellement par l'État, mais de façon insuffisante, avec des aidants qui sont en souffrance. Donc clairement, aujourd'hui, les limites du suicide assisté et de l'euthanasie exception, je dirais, elles seraient plus faciles à cadrer si on était dans un pays généreux, où on avait aujourd'hui, chaque année, 3 ou 4 milliards d'euros dans les soins palliatifs, l'accompagnement, la dépendance, l'aidant, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui du tout. Et enfin, je suis toujours un peu long, et Non, il n'y a pas de problème. c'est pour ça que je donne la parole, sur la collégialité. La collégialité, c'est une décision qu'on prend à plusieurs, en étant certain qu'on peut aider et accompagner le mieux possible. Et comme la personne qui est censée prendre la décision d'aide à mourir d'euthanasie active ne peut pas le faire, c'est l'équipe médicale qui se réunit. Et là aussi, la collégialité dans la loi, elle est très floue. Il y a un médecin
plus ou moins un aide-soignant et plus ou moins des salariés de l'établissement. C'est vachement faible. Enfin, on a prochainement un collègue qui se retrouve dans les tribunaux pénals pour avoir décidé seul des euthanasies actives dans le service des urgences ou ailleurs. On se rend compte que c'est fragile. C'est-à-dire que ça doit être une exception. Valérie, je te rejoins. Et je vois que M. Faloni ne partage pas ma pensée. Justement, ça va Mais c'est créer très bien, on va débattre. Je laisse terminer. Je veux et dire puis, par là que, je veux dire que il faut, si on veut que ce soit une exception, il faut qu'on donne les moyens à nos concitoyens de ne choisir qu'en exception et pas d'y être poussés. J'ai récemment, et je terminerai là-dessus, une collègue hospitalière qui me dit « Didier, j'ouvre un secteur libéral statutaire parce que j'ai mes 2 parents en EHPAD, ça me coûte 2 000 € pour l'un, 2 000 € pour l'autre. » Et il y a une vraie pression financière sur ces parents de dire « À cause de moi, parce que je suis en EHPAD et dépendant, ma propre fille doit sortir 2 000 € par mois pour moi, sa maman, et 2 000 € par mois pour moi, son papa. » Donc quelque part, à un moment donné, notre concitoyen qui est un être qui aime ses enfants risque de dire bah, « Je choisis finalement l'aide à mourir parce que financièrement et économiquement, pour mes proches, ce n'est pas soutenable. » Voilà, je débattrai sur le reste. Non, pas de problème. Didier Leger, Valérie Messnage va répondre en rebond certainement à ce que vous venez de dire, et on laissera Olivier Falorni répondre à tout ça. Pour le coup, pas pour commenter effectivement le texte de loi, mais plus pour témoigner de ce que moi j'entends par exception, qui n'est pas forcément ce que vous commentez. Ce que j'entends par exception, c'est pas du tout de vouloir finalement approcher les chiffres les plus faibles d'aide à mourir tels qu'on peut les observer au monde. Et pour prendre pour exemple l'Oregon et de dire, bah, vous voyez, c'est celui qui est le plus robuste puisqu'on voit qu'on reste en dessous de 1%. Sauf que rappelons que le modèle de l'Oregon, c'est certes au nom de cette reconnaissance à l'autodétermination, mais pour des personnes qui sont sur des critères les plus stricts en termes de critères médicaux, puisqu'il faut qu'il y ait des données objectives comme quoi ils vont mourir dans les 6 mois qui viennent. Et c'est là où je reprends ma casquette de neurologue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est s'il doit y avoir cette ouverture vers une aide à mourir, qu'elle puisse répondre à ceux qui sont demandeurs. Et pas parce qu'ils subiraient une pression, mais parce qu'effectivement, ils arrivent au terme de ce qu'ils considèrent comme étant acceptable. Et les demandes qu'on reçoit, les situations telles qu'on peut les observer, elles ne sont pas celles d'une pression sociale, elles ne sont pas celles des aidants qui les pousseraient à la mort, mais elles sont ceux de ces témoignages de « je n'en peux plus » et ce qui m'attend, parce que je sais ce qui m'attend, je n'en veux pas. Et pour autant, faut-il encore qu'on les informe effectivement de ce qui les attend, au sens où qu'on puisse l'entendre et qu'effectivement on puisse reconnaître cette impasse. Et c'est là où pour autant je vous rejoins, cette impasse, elle nécessite que tout ait été mis en œuvre et proposé. Mais ce qu'on peut observer des expériences étrangères, c'est que l'immense majorité de ceux qui vont accéder à une aide à mourir sont dans des filières de soins palliatifs. Ce n'est pas par défaut d'accès aux soins qu'ils font ces demandes. Donc là aussi, c'est important qu'on revienne sur à la fois ce qu'on sait de ce qui se passe ailleurs, mais aussi de ce que nous, on peut observer quant aux demandes d'aide à mourir. Quand on avait échangé ensemble, je vous disais aussi qu'il se trouve, et elle est dans la salle, que je travaille avec Perrine Galmiche qui mène une thèse, en tout cas un volet empirique d'évaluation des demandes d'aide à mourir, à savoir qu'attendent les personnes qui font ces demandes en regard de la médecine et des médecins, mais qui sont-ils ? On voit bien qu'en fait c'est vraiment plus, et y compris sur un travail rétrospectif qu'on a fait au centre d'éthique dans les demandes d'aide à mourir, c'est la situation dans laquelle on se retrouve qui est souvent effectivement d'extrême dépendance. C'est pas le cancer qu'on a pu observer comme étant les demandes prioritaires. C'est la situation de dépendance extrême, et c'est ce que nous apprennent aussi les pays étrangers, l'incapacité à effectuer les gestes de la vie quotidienne, le fait de dépendre d'autrui. C'est pas les proches qui sont responsables de ça. C'est pas parce qu'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de cette situation et qu'ils n'ont plus de perspective. C'est la dernière solution. Olivier Falorni, monsieur le député, j'ai vu que vous hochiez un petit peu la tête, notamment sur ce que disait Didier Leger, mais Oui. ça mérite aussi... Deux points. Alors, ce ne sont pas des points de conviction, parce qu'évidemment, toutes les convictions sont éminemment respectables, et je crois que le débat à l'Assemblée nationale a été de bonne tenue et digne, parce que toutes les convictions ont été respectées. Non, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est d'abord sur la question de la collégialité. Vous laissez entendre qu'il n'y a pas de collégialité. Je suis désolé, mais pour écrire ce texte, nous avons repris presque in extenso la règle de la collégialité
pour la sédation profonde et continue. C'est le même processus avec un dispositif encore plus strict, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un deuxième médecin de consulter, et si le médecin qui a été sollicité par le malade n'est pas spécialiste de la pathologie, cela doit être un autre spécialiste de la pathologie, et il doit y avoir un certain nombre de professionnels dans le cadre de la collégialité qui peuvent être invités à se prononcer. Et quand on dit « ah oui, mais à la fin, c'est le médecin qui décide seul », c'est la règle de la décision collégiale sur la sédation profonde et continue. Dans la note de la Haute Autorité de Santé, qui fait 4 pages, sur la sédation profonde et continue, sur la collégialité, il y a un mot qui est en gras. Un, c'est qu'à la fin, c'est le médecin qui décide seul. C'est dans la note de la Haute Autorité sur la sédation profonde et continue, le moins qu'on puisse dire. On peut débattre sur la notion de sédation profonde et continue. Est-ce une aide à mourir ? Voilà, on peut avoir un débat philosophique là-dessus. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est quand vous prenez la décision de plonger quelqu'un dans un coma irréversible, sédation profonde maintenue jusqu'au décès, que vous arrêtez en parallèle l'hydratation et la nutrition, ça n'est pas une petite décision. Et cette décision, elle est prise dans le cadre d'une collégialité, d'une décision du médecin seul, et c'est la méthodologie demandée par la Haute Autorité de Santé, et nous l'avons reproduit avec des verrous supplémentaires dans la décision pour une aide à mourir. Et sur les critères, alors on dit, sont des critères flous. C'était valable, je suis d'accord avec vous, sur la version initiale. Et d'ailleurs, tous les professionnels de santé qu'on avait auditionnés nous avaient dit la notion de moyen terme, elle est inopérante. Parce que vous allez transformer les médecins en devins. C'est-à-dire que faire un pronostic vital, estimer la quantité de temps qu'il resterait à vivre, serait parfaitement impossible au-delà de quelques heures ou de quelques jours. Nous l'avions entendu. Et dans l'esprit probablement du gouvernement qui à l'époque avait utilisé cette notion, c'était de dire c'était un pronostic vital à 6 mois. Tous les professionnels de santé, qu'ils soient pour ou contre cette loi, nous ont dit nous ne sommes pas des devins, nous sommes des médecins. Nous avons repris une notion qui, pour le coup, ne tombe pas du ciel, c'est la notion de phase avancée au terminal. La notion de phase avancée au terminal, elle est dans la loi Leonetti, 2005. Elle est dans la loi Claes-Leonetti de 2016. Et nous avons demandé à la Haute Autorité de Santé, avant le débat qui nous a réunis au printemps dernier à l'Assemblée nationale, de nous dire si ce critère était pertinent et s'il pouvait le définir. La Haute Autorité de Santé l'a considéré comme le plus pertinent. Elle n'a pas dit que c'était la perfection et qu'il n'y avait pas une part, j'allais dire, de décision, parce que toute décision médicale, tout pronostic médical, toute décision médicale est humaine par définition, mais que la phase avancée était dans la législation depuis 2005, et la définition de la Haute Autorité de Santé qui nous a été donnée juste avant le débat parlementaire a été intégrée dans cet article qui définit les critères. C'est-à-dire que ce critère, il a été rédigé par la Haute Autorité de Santé. Et puis par ailleurs, je comprends qu'il y ait cette inquiétude, et c'est légitime que l'on craigne des dérives. Pour moi, les dérives, elles sont aujourd'hui en France. Pour moi, les aides à mourir clandestines, ce sont des dérives. Souvent entendables, souvent explicables, parce que des médecins par humanité prennent ce risque-là. Ça n'est pas une critique pour ceux, loin de là, qui pratiquent cela dans le secret, la confidentialité. Ça a été documenté, ça a été raconté, et encore par des personnalités notables, notamment un membre actuel du Conseil constitutionnel qui a expliqué comment un médecin avait aidé dans le secret de la Chambre. Simplement, la crainte de dérive, effectivement, je peux l'entendre parfaitement, je l'entends parfaitement, et c'est l'objet de la loi. C'est l'objet de la loi. Elle vise à définir des critères extrêmement stricts. Et je le redis, on peut imaginer que, effectivement, pour des raisons financières, etc.,
on voudrait... alors, c'est une vision de l'humanité quand même assez pessimiste, mais c'est aussi la réalité de la société. Dire à une personne âgée, il est temps de partir et donc tu auras une aide à mourir. Je veux quand même rappeler une chose très simple, c'est que cette loi, elle est pour des malades atteints d'une maladie grave et incurable, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, ayant des souffrances inapaisables et exprimées de façon libre et éclairée. Alors je sais qu'il y a eu un débat sur les directives anticipées, c'est une loi de compromis, hein. C'est une loi qui a été votée par 305 députés. Dans le contexte où les majorités sont introuvables, où 289 députés, c'est déjà la croix et la bannière, 305 députés ont estimé que cette loi était une bonne loi, mais une loi de compromis, et qui oublie un certain nombre, qui laisse de côté un certain nombre de notions, notamment la notion de directive anticipée. Et là aussi, nous avons entendu un certain nombre de médecins favorables à la loi, mais qui nous disaient, pour eux, la nécessité du consentement jusqu'au dernier instant. Des médecins favorables à l'aide à mourir, et donc qui considéraient que les directives anticipées n'étaient pas forcément recevables. En tout cas, je maintiens que des critères extrêmement stricts figurent dans cette loi, et qu'elle n'est pas la loi, j'allais dire, laxiste. Non pas, c'est pas ce que vous dites, hein, monsieur. Hein. Ou alors si, peut-être. Vous n'avez pas utilisé le mot, en tout cas. Enfin, en tout cas, elle est tout sauf laxiste, et elle s'inscrit clairement dans une législation qui est parmi les plus exigeantes en Europe, très clairement. Monsieur le député, vous imaginez quand même qu'il y a des questions ou des interrogations sur le Nevada? Merci, monsieur le député, de tous ces éclaircissements. Je suis donc la présidente de la section éthique et déontologie. Et donc, la déontologie, nous nous sommes penchés avec les juristes de la section qui sont au premier rang sur les articles, et nous avons porté un grand nombre d'amendements, dont très peu, hélas, en première lecture, ont été retenus. Nous espérons que nous serons entendus, parce que notre préoccupation, on entend bien la demande, on entend bien le besoin, on entend parfaitement les évolutions sociétales et notre place de médecin qui doit les entendre et qui n'a pas à porter de jugement sur ces évolutions. Mais par contre, en tant qu'ordinaux, nous devons de cadrer l'application de ces textes. Et c'est là que nous avons quand même quelques petits problèmes si on prend les articles, mais on ne va pas le faire là un par un. Et je rejoins Didier Leger, et ce n'est pas par hasard que nous sommes ordinaux tous les deux, parce que pour avoir avec Marthe Desjonquières et Audrey Vurpilla, avoir travaillé en particulier sur le problème de la collégialité, je ne vais pas rentrer dans un débat très technique avec Caroline Héron qui est là, mais nous avons quand même des points que j'espère vous retiendrez dans la deuxième lecture, parce que nous avons quelques problèmes dans le cadre. Et qu'est-ce qui... Alors, je vais aller vers Monsieur Gombault, parce que en fait, ces espèces de petits flous, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de voir nos médecins devant les chambres disciplinaires, parce qu'ils se seront trouvés seuls à prendre la décision dans une famille, et puis on le voit déjà, ils se retrouveront avec des plaintes, même s'ils ont respecté le cadre strict de l'application de la loi, ils se retrouveront devant nos chambres disciplinaires parce qu'il y aura un membre de la famille qui considérera, etc. Donc il y a quand même des choses à cadrer sur cette problématique-là. Et nous craignons, et je le disais avant que vous n'arriviez, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, qu'il y ait vraiment un choix par défaut, parce qu'on n'a pas de place en soins palliatifs. Alors, je ne parle pas de ce à quoi Valérie Mesnage fait allusion, de ces patients qui ne veulent pas de la dépendance et pour lesquels il n'y a pas de réponse actuelle. Mais je parle de ces patients qui se disent qu'ils sont un poids parce qu'ils sont économiquement dans des situations qui ne leur permettent pas d'avoir des aidants, d'avoir un grand lit médicalisé, pour des raisons affectives, parce qu'ils ont l'impression qu'ils pèsent trop sur leurs femmes et leurs enfants. Donc on a vraiment quand même un problème avec cet accès aux soins
tellement mises à mal actuellement. L'accès aux soins palliatifs, avec, on en a parlé ce matin, des sommes à mettre sur la table qui déjà ne couvriront pas les manques et qui nous paraissent extrêmement difficiles à mobiliser. Donc voilà, on attend que vous entendiez ce que l'on porte là sur des difficultés que l'on pressent et qui rendrait très très difficile, alors vraiment, hein, l'exercice des médecins. Et ça, c'est vraiment pour nos patients que c'est une perte de chance. Et je voudrais du coup donner la parole à Monsieur Gombaud, qui va parler des problèmes de responsabilité. Puisque c'est son... Et Nicolas Gombaud, je vous demande juste une seconde. Commencez à préparer des questions. Si jamais il y a des questions dans la salle, je reviendrai vers vous dans quelques instants. Merci Madame. Alors permettez-moi deux points liminaires. Le premier, bien entendu, je ne parlerai pas d'éthique, mais de risque, parce que mon opinion quant à l'éthique n'a rien à voir avec ce que vous attendez de moi, la première chose. Et puis bien sûr, je me baserai sur le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale le 27 mai, avec la perspective qu'il soit voté dans les mêmes termes par le Sénat, ce qui est sans doute déjà un biais au niveau de la réflexion. Mais alors la première chose sur laquelle je voudrais insister, j'ai parfaitement entendu M. Falorni défendre la collégialité. Je dois vous dire qu'il ne m'a pas totalement convaincu sur le principe. Parce que, à bien y regarder dans le texte, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une décision qui est prise par le médecin seul, et certes après avis d'un autre médecin spécialiste de la pathologie, qui ne participe pas au traitement du patient, et d'un paramédical. Mais, in fine, c'est seul le médecin qui prend la décision, et au niveau du risque, ça, nous le regrettons. Nous le regrettons parce que quand la décision est véritablement collégiale, quand elle est prise de concert par plusieurs individus, eh bien le risque est évidemment moindre et les mises en cause de responsabilité sont beaucoup plus difficiles à opérer. Je reprendrai l'exemple en médecine des RCP, où là, tout le monde connaît le fait que la RCP n'a pas de personnalité morale, que la RCP ne peut pas voir sa responsabilité recherchée. Encore une fois, la décision in fine est prise par le médecin seul. C'est aussi au médecin donc d'apprécier les 5 conditions qui sont posées par le texte. Je ne sais pas s'il est parfaitement en mesure d'apprécier toutes ces conditions. Alors, bien entendu, la condition la plus importante, c'est la condition numéro 3 sur la pathologie. Elle peut, Didier Leget l'a dit, être source d'interprétation. Là, c'est véritablement du domaine purement médical et je ne m'aventurerai pas sur ce sujet. Didier en a fait état. L'âge doit pouvoir évidemment être apprécié par le praticien. La nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, je ne sais pas si le médecin sera véritablement à même de l'apprécier, mais c'est sans doute des éclaircissements qui pourraient être apportés. La souffrance physique et psychologique constante, là aussi, je pense que cela relève du domaine médical. Et puis le fait d'être apte à manifester sa volonté, donc ce qui exclut bien entendu les états végétatifs chroniques, ce qui exclut beaucoup de pathologies. Là encore, à mon sens, peut être sujet à discussion. Et puis, et pour terminer mon propos, je voudrais rappeler un point en matière de gestion du risque. Les professionnels de santé libéraux sont tenus à être garantis en responsabilité professionnelle. C'est la loi qui les y oblige. Et la garantie d'assurance de responsabilité professionnelle porte sur les actes de prévention, les actes de diagnostic et les actes de soins. Et à mon sens, l'aide à mourir, la prescription ou la réalisation d'une injection létale ne peut pas rentrer dans l'une de ces catégories, prévention, soins
ou diagnostic. Et dans ces conditions, à mon sens, le médecin qui va accepter de participer à la procédure doit impérativement vérifier, d'abord déclarer auprès de son assureur, lorsque le texte sera passé, cette participation, et vérifier que son assureur accepte de garantir cette activité, parce qu'encore une fois, cela ne fait pas partie de l'assurance obligatoire. Il y a des assurances qui pourraient refuser de protéger le médecin? J'ai tenté de faire auprès de mes confrères et néanmoins concurrents un petit sondage, et je ne pense pas que les sociétés d'assurance refuseraient mais pour l'instant, ce ne sont que des engagements oraux, et je pense qu'avant de participer à une telle procédure, mieux vaut s'en assurer et de façon écrite et en déclarant cette activité. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, de questions? Il y en avait beaucoup ce matin, il y en a un peu moins cet après-midi. Voilà, madame, on va vous faire passer le micro. N'hésitez pas, hein, s'il y a des mains qui se lèvent, on vous fera passer le micro. Merci. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Estelle Grégoire, médecin généraliste 6e arrondissement de Paris. J'étais en train de re-regarder le texte de loi pendant que vous parliez et j'ai relevé plusieurs passages qui tout de même me paraissent flous. Alors vous dites que, Monsieur Falorni, que voilà, c'est très encadré, sauf que quand on dit « engage le processus vital en phase avancée », alors qu'est-ce qu'une phase avancée? Là, c'est flou. On dit aussi dans le texte de loi que le médecin, si le patient s'auto-administre le produit, n'a pas la nécessité d'être là auprès du patient, mais qui doit intervenir en cas de difficulté. Donc, est-ce qu'il doit l'achever? Et ensuite, quid de la clause des consciences des pharmaciens? J'ai une petite sœur qui est pharmacienne et ça lui pose vraiment problème. Merci. Merci, on va essayer de lever... Allez-y, madame. Pardon, mais le côté achevé, ça m'achève. De quoi parle-t-on en termes d'aide à mourir? Il s'agit effectivement d'aider à mourir. Donc oui, il n'y a pas d'euphémisme. On acte tous qu'on va répondre à une demande de mort. Donc si, effectivement, il y a un suicide assisté qui se passe mal, mais là où vous avez raison, est-ce qu'on va devoir... considérer que l'euthanasie est interdite? Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est une vraie question concrète, et vous avez raison de la poser, mais pas en termes d'achever. C'est de répondre à la demande, de permettre la mort digne et apaisée telle qu'il l'avait demandé. Donc, dans cette situation où il y avait un suicide assisté, mais qui se passe mal, et qu'il y a cette assistance, puisqu'elle est inscrite dans la proposition de loi, effectivement, on intervient pour injecter, j'imagine, un produit létal. Et c'est là où la question se pose en termes, effectivement, est-ce qu'on est couvert ou est-ce qu'il y a potentiellement à devoir rendre compte devant un juge? Moi, c'est une vraie question pour moi. Quant au stade avancé ou terminal, il est défini dans la proposition de loi, puisque ça avait été l'objet de la saisine de la Haute Autorité de Santé, qui, à défaut de pouvoir qualifier le moyen terme, et on l'a rappelé, aucun médecin ne peut dire qu'on va mourir dans les 6 mois, mais pour autant a défini la phase avancée comme étant un processus irréversible. Et c'est inscrite avec une longue phrase, une très très longue phrase, pour justement mieux qualifier ce stade avancé ou terminal. Et moi, je voudrais peut-être rebondir pour interroger Olivier Falorni à côté de moi, quant à cette incompréhension pour moi d'un des critères qui porte sur la souffrance, qui est majeur, puisqu'il s'agit de répondre à une demande d'aide à mourir dès lors qu'il y a une souffrance que rien ne peut apaiser. Et la loi Claes-Leonetti ne fait pas de distinction entre les souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques ou existentielles, et où il y a un rajout, puisqu'il avait bien été écrit souffrance physique ou psychologique, un rajout qui dit que la souffrance psychologique seule ne peut donner lieu à une aide à mourir. Donc j'aimerais que vous puissiez commenter cela. Vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Merci.
Alors effectivement, c'est un amendement qui a été voté, mais je comprends qu'il puisse être interprété comme la priorisation d'une souffrance sur une autre. Ça n'est pas le cas. Juridiquement, on a vérifié ça. Peut-être qu'il faudra au cours de la navette le modifier ou le préciser. Il ne s'agit pas de dire qu'une souffrance psychologique est supérieure ou inférieure à une souffrance physique. Simplement, comme durant le débat, et c'est la règle du débat parlementaire, on passait article par article, amendement par amendement, et donc critère par critère. Et qu'effectivement, un certain nombre de députés qui s'opposaient à ce texte avaient une tendance un peu fâcheuse à ne prendre qu'un des critères en oubliant tous les autres. Et en gros, sur la question des souffrances, on en oubliait tous les autres, qui étaient quand même pas les moindres. Et donc, effectivement, un certain nombre de collègues ont souhaité déposer un amendement pour dire que, contrairement à ce que l'on pouvait entendre, et même jusqu'au sein de l'hémicycle, des souffrances psychologiques seules liées à l'affection grave et incurable ne pouvaient être le seul motif, mais il fallait que les souffrances psychologiques soient liées à une affection grave et incurable. Je ne sais pas si vous m'avez compris, dans le sens où l'amendement voulait dire clairement qu'on ne peut pas demander une aide à mourir uniquement parce que nous avons des souffrances psychologiques. Voilà, c'était l'objet de cet amendement, sur lequel je n'étais pas favorable, qui a été voté. Voilà, donc c'était un amendement entre guillemets. Il y a des exemples, c'est ce que vous demandez, c'est ça? Essayez concrètement d'appliquer à la situation de la maladie grave et incurable, qui est la maladie d'Alzheimer. Alors, monsieur... Où la demande de mort va être liée à une souffrance existentielle, et qui dit maladie d'Alzheimer ne dit pas pour autant que vous n'êtes pas en capacité de faire cette demande. Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer à un stade modéré, qui n'obère pas son discernement, qui a des souffrances terribles et qui ne veut pas vivre ce qui l'attend, et là on est clairement dans un processus irréversible, c'est la souffrance existentielle qui va motiver sa demande. Elle répond au cadre de la loi ou pas? Alors, Monsieur Bringer, qui est président du comité d'éthique et de l'Académie de médecine, peut-être que vous pouvez nous éclairer également, parce que vous avez levé deux, trois exemples. Il y a la question de la prévention du suicide, peut-être sur l'exemple que vous soulevez à l'instant, mais on aimerait bien avoir votre avis et vos lumières. En fait, plusieurs publications de psychiatres dans des journaux internationaux se sont penchés sur les dérives, entre guillemets, des registres d'assistance à mourir, assistance au suicide ou euthanasie, et notamment aux Pays-Bas. Ces registres qui étaient totalement ouverts à leur analyse ont montré que des jeunes femmes atteintes d'anorexie mentale, 18 ans, 20 ans, avaient bénéficié d'euthanasie. Ça a soulevé l'indignation du monde psychiatrique. Parce qu'on voit poindre là des dangers certains. Donc, c'est des exemples rares. On en a souligné aussi certains en Belgique qui font que probablement l'amendement de ce type tient à la filiation entre la maladie incurable et de pronostic vital engagé et la souffrance qui suit, quelle que soit la souffrance. Mais au-delà de ça, on peut discuter de toutes les tensions interprétatives. Si on discute du terme obstination déraisonnable, chacun a son interprétation. Et j'ai rencontré des équipes de soins palliatifs qui n'ont pas la même interprétation
qu'une équipe à 50 km de là. Donc, si on prend la sédation profonde continue menée jusqu'au décès, est-ce que c'est une aide à mourir? Certains s'insurgent en disant mais c'est l'intention qui compte et donc c'est pas une aide active à mourir, c'est un accompagnement qui réduit beaucoup de choses et permet parfois de rester en vie trop longtemps, parfois. Et pour d'autres, qui l'appliquent dans des protocoles plus rapides, c'est clairement une aide à mourir et on le voit en quelques heures. Donc la sédation profonde continue peut être interprétée, et d'ailleurs c'est un des problèmes de son application. Et si on continue sur l'assistance au suicide ou le suicide assisté et l'euthanasie d'exception, mais chaque fois, on aura des difficultés et des tensions interprétatives. Il faut quand même faire confiance à des équipes qui, sur le terrain, ne sont pas détachées de la collégialité. Ils ont des habitudes de collégialité. En France, en médecine, je ne connais pas d'exemple où la collégialité et la possibilité d'endosser la responsabilité. La responsabilité est toujours celle de la personne qui prend la décision. Prenez dans un EHPAD la liberté d'aller et venir. La collégialité se réunit aujourd'hui de plus en plus avec de multiples professionnels. À la fin, quelqu'un assume la décision. Parce que la collégialité irresponsable, ça existe aussi. Et la collégialité sans aucune décision, ça peut exister. Je connais bien les comités d'éthique, ils peuvent tourner en rond aussi. Donc, il faut à un moment répondre à une souffrance. Et je reviendrai pour l'Académie de médecine à l'essentiel. C'est-à-dire, c'est pas vouloir aider à mourir que l'on veut, c'est répondre à des souffrances qui paraissent totalement inhumaines. On veut être humain, mais on peut finir par être inhumain. Et donc, répondre à ces souffrances inhumaines, on va y aller avec de la nuance, avec du doigté, avec de la collégialité, avec tout ce qui fait une sécurité. Ne pas y répondre en disant ça n'existe pas, ou c'est quelques cas, je crois que ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait, mais c'était la raison pour laquelle l'Académie de médecine, son comité d'éthique est paritaire. Vous savez, l'Académie de médecine, c'est très masculin, mais le comité d'éthique est à parité, homme-femme. J'ai la chance de le présider et j'ai senti clairement que les femmes comprenaient ce que voulait dire souffrance inhumaine. Et ça a pesé dans les discussions. Monsieur Leger. Alors moi, je vais réagir dans tous les sens. On fait confiance au terrain, a dit M. Bringer. Je vais rebondir sur la loi et rebondir dans plusieurs directions. D'abord, mon inquiétude en tant que soignant, qui fait beaucoup de fin de vie depuis 25 ans, parce que j'ai beaucoup de cancéro-urologiques, c'est qu'à un moment donné, je crains que l'aide à mourir devienne un choix thérapeutique, une alternative thérapeutique, dans des équipes où on manque de soins, manque de moyens. Ça, c'est ma première inquiétude. Bien sûr, pas aujourd'hui, mais peut-être dans 15 ou 20 ans, comme on a vu dans d'autres domaines, les évolutions législatives. Ma deuxième inquiétude, c'est qu'à terme, ça risque d'éteindre un certain nombre de budgets de recherche thérapeutique dans les maladies graves, dégénératives, en disant, par exemple, dans la sclérose latérale amyotrophique ou dans le Charcot,
puisque finalement il y a l'aide à mourir, pourquoi on va injecter des millions d'euros pour rechercher des nouvelles thérapeutiques dans un système de santé déficitaire à 20 milliards qui n'acceptera pas de nouvelles alternatives thérapeutiques qui coûteront des milliards. Je crains aussi, parce que je le vis à domicile avec des familles où des proches me demandent d'accélérer la fin de vie parce qu'ils en ont marre de perdre du temps ou parce qu'ils ne peuvent pas être disponibles à domicile. Et on me reproche, dans ma sédation longue et profonde, que parfois ça prend plusieurs jours. Et je leur dis, mais on met 9 mois pour venir au monde, on peut prendre quelques jours pour partir ou quelques semaines. Et je crains qu'un certain nombre de malades, on leur explique que leur mort vaut socialement et économiquement mieux que leur vie. Mes autres inquiétudes dans la loi, c'est d'abord la clause de conscience. Il faut l'affirmer et la réaffirmer. Et ce que je constate, monsieur le député, dans le débat sur la pénalisation du débat, c'est que quelque part, vous supprimez tout débat futur. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'y compris ceux qui sont soins palliatifs, qui proposeront des soins palliatifs plutôt qu'une alternative à mourir, peuvent être poursuivis par des associations jusqu'au boutistes. C'est votre interprétation, ce n'est pas la mienne. Et au niveau pénal, je vois en tout cas que je crains que le débat ne puisse plus avoir lieu, puisque pénalement, dès qu'on s'opposera en douceur ou pas en douceur, ou dès qu'on proposera autre chose qu'une alternative à mourir, on peut être poursuivi pénalement. Je crains les évolutions futures. Et ma conclusion, pour ne pas retarder le débat, c'est que de Moïse à Badinter, on a dit « nul ne peut être condamné à mort », sauf, si vous le souhaitez, ou si, médicalement, c'est justifié. Nous sommes en train de prendre une décision en profondeur qui remet en question la sagesse des anciens sur le fait de permettre potentiellement un droit de mourir qui, jusqu'à présent, le fait de donner la mort était formellement interdit. Aujourd'hui, on peut voir évoluer cette notion. Et même si aujourd'hui, j'entends la bonne volonté de M. Falorni et d'autres, je crains que les évolutions futures, comme c'est arrivé aux États-Unis ou ailleurs, permettent demain le suicide assisté ou l'euthanasie d'exception chez des enfants ou chez des patients qui, au niveau neurologique, n'ont plus la capacité à donner un consentement, sur des patients qui sont en tutelle et où la tutelle n'est pas informée et où on n'a pas renforcé dans la loi la position des personnes de confiance. Merci beaucoup. Olivier Falorni, est-ce que vous pouvez... Oui. Il y a des inquiétudes. Alors, Ça a vous été avez... applaudi, donc on imagine que vous pouvez peut-être répondre, ou en tout cas lever quelques inquiétudes si possible. Oui, alors vous avez cité Moïse et Badinter. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Moïse. Peut-être ça viendra, mais en d'autres endroits. En revanche, j'ai rencontré Robert Badinter. Et en tête-à-tête dans son bureau, parce qu'il avait souhaité me rencontrer, parce qu'on faisait souvent référence à lui. Et ceux qui faisaient référence à lui étaient ceux qui étaient opposés à la loi sur l'aide à mourir. Donc il m'a reçu et il m'a dit « Monsieur le député, j'ai lu votre loi et je vous le dis, et vous pouvez le dire, si j'étais sénateur, je voterais votre loi. » Il s'est trouvé que, avant le débat parlementaire, à nouveau, il était fait référence à Robert Badinter. Malheureusement, il était décédé entre-temps, et son épouse, Elisabeth Badinter, excédée par les références à son mari, par les opposants à cette loi, a écrit un courrier, une lettre publique, et me l'a adressée en disant « Monsieur le député, si jamais, et c'est arrivé, Monsieur Dupont-Aignan a cité Robert Badinter, qui, pour bien le connaître, a dû se retourner dans le tombeau de son panthéon. Monsieur Dupont-Aignan a cité Robert Badinter, et donc j'ai lu la lettre de Madame Badinter qui disait ce qu'était la pensée profonde de l'ancien garde des Sceaux. Voilà, donc je précise, parce que souvent il est fait référence à Robert Badinter, je le dis, parce qu'il me l'a dit, parce qu'il a dit à son épouse et que son épouse l'a rendu public, si Robert Badinter était aujourd'hui sénateur, il aurait voté cette loi. Alors effectivement, ce qu'a dit Monsieur Bringer, j'y souscris totalement, et notamment sur ces notions de dire c'est flou, c'est pas clair, la définition de phase avancée n'apparaît pas. Enfin, je suis désolé, madame, ce sont les mots juste après la loi. Vous dites j'ai lu la loi. La phase avancée, elle est définie dans le texte de loi juste après. Ce n'est pas nous, législateurs, qui l'avons définie, c'est la Haute Autorité de Santé. Voilà, la définition de la phase avancée, elle est dans la même ligne, dans la loi.
et elle est très claire. Concernant les risques de dérive que vous évoquez, je les entends, et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais eu de modèle étranger. Il y a des législations qui ne me conviennent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour autant, vous dire ce que sera la loi française dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, je n'en sais rien. Et qui serais-je pour dire ce que feront les députés et sénateurs élus par vous, les parlementaires que vous aurez élus demain, que feront-ils? Je ne sais pas. C'est le principe même de la démocratie. Mais rien n'empêche, si, comme je le souhaite, ce texte est voté avant la fin de ce quinquennat, rien n'empêche, et je l'ai dit d'ailleurs aux collègues dans l'hémicycle qui s'y opposaient vertement en disant que cette loi était une honte, mais évidemment qu'en 2027, dans les programmes présidentiels et législatifs, je ne doute pas qu'un certain nombre de députés proposeront l'abrogation de ce texte. C'est la démocratie, c'est le nouveau Parlement qui demain abrogera, gardera ou modifiera ce texte. C'est la démocratie. Et d'ailleurs, toutes les législations qui ont été votées l'ont été par le Parlement. Certaines ont évolué, d'autres n'ont pas évolué, mais en tout cas, c'est la démocratie. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui ce que sera la loi française dans 10, 15 ou 20 ans. Je n'en sais rien. J'ai mes convictions. Je pense que la loi actuelle est une loi d'équilibre. Très clairement, parce que je sais, il y a parfois ça de façon sous-jacente, pour moi, ça n'est pas un pied mis dans la porte, je le dis clairement. C'est une loi qui est encadrée, qui est certes restrictive, et je l'entends sur la notion de directive anticipée, mais en tout cas, il ne s'agit pas de dire ce que sera la loi à venir. Moi, je parle de la loi actuelle, et que cette loi, elle peut être défaite uniquement par les parlementaires que vous aurez élus demain sur des programmes clairs. Et je ne doute pas qu'en 2027, la question de l'aide à mourir y figurera, soit pour l'abroger, soit pour la modifier. J'en doute, parce que si elle a été votée, il faudra quand même qu'elle se mette en application et que l'on voit les imperfections, les dérives éventuelles ou les manques. Mais ça ne sera qu'après. Alors, on a deux demandes de prise de parole. Je vais laisser juste un tout petit peu aussi la salle parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. D'un mot, s'il vous plaît. Un mot sur cette histoire de dérive en matière d'innovation thérapeutique dans les maladies neurodégénératives. Je me permets quand même de dire un tout petit mot, puisque la SLA à nouveau a été citée. Que d'abord les innovations thérapeutiques ne s'adressent pas aux patients en fin de vie et que par ailleurs il y a une énorme publication hollandaise qui a regardé les conditions de la fin de vie des patients SLA qui pour un certain nombre, on le sait, demandent à être aidés par l'aide à mourir et en fait ils vont très loin, aussi loin que ceux qui meurent par demande de limitation thérapeutique. Le message c'est même si on a cette possibilité, on veut vivre et le plus longtemps possible. Il y avait ici deux demandes de prise de parole. Alors, on va prendre deux, trois questions grand maximum, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Bonjour, Pierre Ajus, je suis neurologue vasculaire et je suis coprésident de l'espace régional d'éthique des Pays de Loire. Petite question assez précise, assez juridique. Je questionne la clause de conscience subordonnée à la continuité de soins. La clause de conscience, elle est extrêmement claire, cadrée par le Conseil constitutionnel sur l'IVG. Elle est très très bien cadrée. En revanche, la question que je me pose, c'est, on sait que la clause de confiance, elle est d'exercice individuel. Une fois que l'un d'entre nous aura été d'accord pour souscrire au projet d'aide à mourir dans lequel il a été impliqué, et pour X ou Y raison, il y est empêché, pour X ou Y raison, est-ce que la continuité des soins engagera, par exemple, un tiers, un autre médecin de l'équipe médicale ? Donc voilà, je suis ni pour ni contre. Je suis prêt à éventuellement y souscrire. Je ne sais pas si j'aurai la force de le faire. Donc c'est pas du tout une position partisane. C'est une question vraiment de conjugaison de la clause de conscience qui doit être individuelle. Est-ce qu'elle est intemporelle et ce même au prix de la continuité de soins? Merci. Il y avait une autre demande. Madame, vous avez le micro, je crois. Allez-y.
Oui, bonjour. Alors moi, je ne suis pas médecin. Je m'exprime pour France Asso Santé, qui est une union de personnes malades, de personnes en situation de handicap et de familles. Je voudrais dire 2 choses. La première, c'est sur ce concept d'euthanasie d'exception. Pour nous, on rejoint tout à fait ce qu'a expliqué Valérie Ménage, mais il y a vraiment un paradoxe de dire le suicide assisté au nom du respect de l'autodétermination. Si on s'intéresse vraiment à l'autodétermination des personnes malades, eh bien, posons-leur la question sur ce qu'ils veulent. C'est pas très compliqué. Dans les pays qui ont légiféré et qui autorisent aussi bien l'euthanasie que le suicide assisté, je crois que 98% des personnes malades choisissent l'euthanasie. Nous, on a aussi consulté nos associations de personnes malades. Ce sont des associations qui ne sont pas militantes, je le précise, des associations qui accompagnent des personnes avec des cancers, des maladies de Charcot, des maladies de Parkinson, des handicaps. Et elles ont toutes dit, laissons le choix à la personne malade de décider de l'accompagnement de fin de vie qui la sécurisera le plus. Et ça peut être l'euthanasie. Et laissons cela se décider avec les médecins qui, eux aussi, doivent avoir la possibilité de choisir l'accompagnement avec la personne qu'ils accompagnent dans cette fin de vie. Par ailleurs, pour nous, cette notion d'euthanasie d'exception, elle est assez violente parce qu'on trouve que ça renvoie un message très dur justement à ces personnes malades qui relèveront de l'exception. Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? On est en train de leur dire qu'on fait une exception pour eux, mais que quand même, moralement, c'est pas top de devoir faire une euthanasie plutôt qu'un suicide assisté. Ça, pour nous, c'est de nature à nuire au meilleur accompagnement, à nuire aussi au deuil des proches, qui devront vivre après avec l'idée qu'on a fait une exception pour ces personnes malades-là. Sur le sujet de la crainte des pressions financières ou du poids que la personne malade pourrait faire peser sur les proches, on est assez perplexe parce qu'on a l'impression que cette crainte va apparaître avec l'aide à mourir. Or, aujourd'hui, une personne malade ou en situation de handicap qui dépend d'un traitement de maintien en vie, au nom du refus de traitement, peut choisir de l'arrêter. Bon, j'imagine bien que quand il y a des décisions comme ça qui sont prises, je sais qu'une de nos associations, Rénalou, a fait une tribune comme ça sur une de ses bénévoles qui a choisi d'arrêter sa dialyse. C'est discuté, son choix est investigué par l'équipe soignante qui l'accompagne pour vérifier que ça ne vient pas de pression des proches ou de problématiques financières. Madame, je me permets, comme il y a d'autres demandes également. C'est clair que ça nécessite, je termine juste là-dessus, ça nécessitera de développer vraiment une clinique de ces discussions autour des demandes d'aide à mourir. Et en fait, aujourd'hui, on devrait être en train de parler de ça, comment on va travailler concrètement à vérifier la nature de ces demandes et pas de refaire sans cesse le même débat éthique, sémantique. C'est très intéressant, mais ça fait 3 ans en fait. Passons maintenant au concret. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière. Madame, vous avez le micro, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Rega Kondam, je suis kinésithérapeute en milieu hospitalier et accessoirement j'ai fait un master en éthique. Moi j'ai une question pragmatique au niveau de l'autonomie décisionnelle. Je ne sais pas comment c'est intégré dans la loi, comment ce sera réellement évalué sur le terrain par les équipes médicales, par les experts juridiques. La réalité de l'autonomie décisionnelle de patients qui sont en phase avancée, terminale, dans des souffrances, etc., qui ont des conditions du coup médicales que je ne maîtrise pas en termes de médical. Comment est-ce que concrètement, cette autonomie décisionnelle, elle est évaluée? Autre chose, pourquoi je pose cette question, ça en suppose une deuxième, c'est du coup, quelles sont les raisons pour lesquelles les directives anticipées n'ont pas été incluses dans cette proposition de loi? Ça m'intrigue parce que concrètement, selon moi, j'aurai une meilleure autonomie décisionnelle à titre personnel actuellement que s'il m'arrive un accident demain et que je suis dans le coma et que personne ne peut décider pour moi si on veut me réveiller ou pas. Voilà, c'est très concrètement, pragmatiquement, qu'est-ce qui a été réfléchi à ce sujet? Merci. Merci. Olivier Ferroni, ce que je vous propose, c'est de répondre en 2 minutes, 3 minutes maximum sur tout ce qui vient d'être dit. Je vais peut-être, pour faire court, répondre à la dernière question de Madame, qui est une question fondamentale. Il y a eu un débat très, très long et très profond sur la question de l'intégration des directives anticipées pour accéder à une aide à mourir. Je précise que pour autant, les directives anticipées ne sont pas remises en cause. D'ailleurs, la loi n'abolit pas, n'abroge pas et ne retire rien de la loi Claes-Leonetti.
ni de la loi Leonetti. C'est une loi de continuité, c'est-à-dire qui ajoute un certain nombre de, qui ajoute la loi, le droit à l'aide à mourir, mais qui ne remet pas du tout en cause, par exemple, la sédation profonde et continue. Elle sera toujours possible, hein, je le précise. La sédation profonde et continue, dans le cadre défini par la loi de 2016, sera toujours possible avec une décision de collégialité de la même manière que pour l'aide à mourir, puisque, je le redis, nous avons reproduit le dispositif prôné par la Haute Autorité de Santé sur la collégialité. Et effectivement, M. Bringer a raison. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Haute Autorité de Santé. À un moment, la décision, au final, après une consultation collégiale habituelle, j'allais dire dans tout système de santé, la décision, elle appartient au médecin seul. Et ça, c'est très spécifiquement indiqué pour la sédation profonde et continue, qui, quelle que soit la nature de l'intentionnalité, est une décision particulièrement lourde, parce que c'est une décision irréversible, par définition, irréversible. Sur les directives anticipées, la question qui s'est posée, et je vous le dis, moi, en tant que rapporteur général, j'étais aussi dans la recherche d'un texte, je vais utiliser un gros mot, le compromis. C'est un gros mot aujourd'hui, semble-t-il. Il fallait un texte qui permette un droit à l'aide à mourir, qui soit effectif, c'est-à-dire pas une usine à gage juridique, quelque chose qui serait tellement, j'allais dire, contraint que finalement on créerait une loi mais qui ne s'appliquerait pas, et qui par ailleurs intégrait un certain nombre de craintes, et notamment la crainte que la personne change d'avis jusqu'au dernier moment. Et donc c'est cette notion de réitération du dernier instant qui a prévalu dans le débat, et dans une logique, je le redis, de compromis, acceptée d'ailleurs par une très grande majorité des députés. Dans cette logique de compromis, la nécessité de la réitération du dernier instant de façon libre et éclairée a prévalu. D'où le fait d'écarter les directives anticipées. Je mesure combien, et pour moi-même, ça n'a pas été évident, parce que je l'ai dit aussi, dans la proposition de loi que j'avais déposée en 2021, les directives anticipées étaient possibles, mais j'ai entendu des médecins, évidemment des médecins défavorables qui considéraient que les directives anticipées n'étaient pas entendables, mais aussi des médecins favorables qui estimaient, à la lueur aussi de ce qui se passe à l'étranger, que cette dernière interaction, que cette dernière demande entre le médecin et le malade, et ce oui ou ce non, mais ce oui du dernier instant était fondamental. C'est pour cela que les directives anticipées ont été écartées de ce texte. Alors, le docteur Louis Vada va conclure dans une seconde. J'avais juste une dernière question, Monsieur Falorni. Vous avez publié une lettre hier avec Charles Bietri, ancien journaliste atteint de la maladie de Charcot. Vous demandez au chef de l'État d'agir par référendum. Vous avez une réponse? Alors, Charles Bietri, avec qui j'échange régulièrement, avec qui j'ai échangé ce matin, puisqu'il fête son 82e anniversaire aujourd'hui, m'a dit, sachant que je venais, il m'a dit, dis-leur une seule chose, que cette loi n'est pas voulue que par les bien portants. Cette loi n'est pas voulue que par les bien portants. Voilà, c'est le message qu'il souhaitait passer. Vous savez malheureusement que M. Bietri n'est pas bien portant et qu'il veut cette loi et qu'il voudrait éviter d'aller en Suisse et de pouvoir mourir en Bretagne. Quant au chef de l'État? Quant au chef de l'État, je l'ai rencontré hier. Je lui ai remis donc une lettre que nous avons co-signée avec Charles Bietri et qui dit que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, la navette parlementaire, c'est-à-dire le processus de discussion entre le Sénat et l'Assemblée nationale est bloqué. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, inscrire au Sénat, ça devrait être fait en janvier, à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cela devrait être fait en février, mais instruit par des désillusions passées, nous avons dit au président de la République que même si à titre personnel,
j'avais beaucoup de réticence sur un référendum parce que parfois, les Français répondent à l'auteur de la question plutôt qu'à la question elle-même. Donc je ne voudrais pas que le débat sorte de son cadre sociétal. Pour autant, nous avons dit au président de la République que si en janvier, pour une raison ou pour une autre, le Sénat a reporté sine die à nouveau le texte, qu'il faudrait consulter les Français par référendum avant l'été 2026. Merci. Docteur Louis Vada. Parfait. Merci, monsieur le député, pour cette information et j'espère que nous n'aurons pas besoin du référendum et que le travail que vous avez mené pourra suivre son cours et que les échanges pourront se poursuivre avec les amendements que vous retiendrez. Je vais rappeler juste qu'on n'a pas cité ce mot qui ne nous plaît pas à nous médecins, c'est le délit d'entrave. Et donc ce délit d'entrave, je voulais quand même en parler parce que quand nous avons été auditionnés au Sénat, et vous ne serez pas surpris, on nous a dit mais à ce moment-là, pourquoi ne pas faire un délit d'incitation ? Et donc ce délit d'entrave, je pense que vous accepterez peut-être dans ces navettes de réfléchir à ce que nous avons porté. Et puis je terminerai par la clause de conscience. Alors ça, la clause de conscience, on pourra répondre à notre confrère plus précisément tout à l'heure sur une question très spécifique sur cette clause de conscience. Pour nous, et pour l'ensemble des médecins, cette clause de conscience dans la loi, elle est absolument indispensable. On la retrouvera peut-être par décret dans notre code de déontologie, mais elle n'a pas la même valeur que dans la loi. Et pour nous, c'est extrêmement important que les médecins qui souhaitent participer à ce processus d'aide à mourir puissent le faire en toute liberté et que ceux qui ne veulent pas le faire, que ce soit dans des établissements hospitaliers ou au sein de leur exercice libéral, soient tout à fait en mesure et que cette vraiment clause de conscience, elle soit totalement inattaquable. Nous vivons, je suis gynéco-obstétricienne, donc je vois un petit peu ce qui se passe au niveau de l'interprétation de la clause de conscience que l'on dit double, ce qui est faux pour l'IVG. Nous tenons à des clauses de conscience spécifiques dans la loi pour que vraiment ce soit comme inscrit dans le marbre. Et donc j'espère que vous entendrez toutes ces demandes et ces amendements, que vous les lirez avec l'attention qui ont retenu toutes celles de mon équipe de juristes. Alors, juste pour vous répondre rapidement, d'abord en tant que... Merci. En tant que rapporteur général, je ne suis pas le seul décisionnaire et que parfois, même mon avis n'est pas forcément suivi par mes collègues députés. En tout cas, je mets plein d'espoir en vous. Merci, merci. En tout cas, soyez assurés que cette clause de conscience, elle est évidemment au cœur de ce texte. Elle est sanctuarisée, elle est parfaitement définie et le Conseil constitutionnel a été extrêmement précis là-dessus. Nous avons eu un débat sur des amendements qui prônaient la clause de conscience d'établissement. Et nous avons considéré que la clause d'établissement ne pouvait exister. Parce que des êtres humains ont une conscience, les murs n'en ont pas. Et donc, autant nous considérons que chaque homme et chaque femme peut faire valoir sa clause de conscience, et c'est fondamental pour nous, autant on ne peut pas considérer qu'un établissement puisse faire prévaloir collectivement, et parfois contre l'avis de certains qui peut-être n'oseraient pas le dire, faire prévaloir une clause d'établissement. Donc nous avons écarté cette notion. Concernant le délit d'entrave, cela ne figurait pas dans mon texte initial. C'est un amendement qui a été voté. À la fois, ça n'est pas à mes yeux fondamental. Voilà, ça n'est pas à mes yeux fondamental. C'est dans le texte. Par ailleurs, je veux quand même relativiser. Le délit d'entrave, là aussi, pour le coup, est un, permettez-moi de dire cette formule un peu rapide, mais c'est un copier-coller du délit d'entrave de la loi sur l'IVG. Voilà, c'est un copier-coller. Donc, à ma connaissance, on n'a pas de médecins enfermés ou condamnés parce qu'ils auraient empêché des avortements. Voilà. Simplement, ce qu'un certain nombre de collègues ont dit, c'est que souvenons-nous du début des années 70, enfin à partir de 1975, il y a eu un certain nombre de situations qui, heureusement, ont disparu,
où des personnes, des associations s'enchaînaient devant des établissements où se pratiquaient des IVG et empêchaient que ce droit accordé aux femmes puisse s'exercer librement. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est un copier-coller du délit d'entrave sur l'IVG. Pour autant, je vais vous dire, ce n'est pas pour moi l'élément essentiel parce que la loi, elle vise justement, délit d'entrave ou pas, à faire respecter le droit. Et moi, j'étais plutôt de dire il ne peut pas y avoir délit d'entrave ou délit d'incitation. Il y a simplement un délit quand on ne respecte pas la loi. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ce mot. On aurait pu continuer encore très longtemps. Maintenant, on est contraint un petit peu par les horaires. Il y a un dernier débat qui va s'enchaîner dans quelques minutes. Je voulais vous remercier. Merci à tous les 6. Merci encore pour tous les témoignages que vous pouvez formuler. On va s'arrêter une dizaine de minutes, le temps d'un petit café. Et puis, je vous attends très vite dans la salle pour le dernier débat. À tout de suite.